Voilà le signal du départ de ce webinaire. Euh, pour se présenter rapidement, donc, je suis Gilles Vintrebert, coprésident de la coopérative, et Patrick Gès, qui est là aussi coprésident d'Enercitif, qui partagera la présentation avec Marine qui est membre du conseil de gestion et du conseil d'administration, et aussi référente dans notre groupe finance. Voilà, je laisse la parole à Patrick qui va démarrer. Et merci. Alors, donc aujourd'hui, l'objet de ce webinaire, c'est donc de parler du partage de la valeur euh, produite par la coopérative. Et peut-être pour commencer, de se dire un petit regard rapide sur la situation générale de la coopérative sur la diapo suivante, euh, pour dire que globalement, Énercitif est une coopérative qui va bien. Ce projet qui a 10 ans, la coopérative créée il y a 8 ans, on vient de terminer une importante phase de développement il y a 2 ans de ça, et aujourd'hui, il y a des acquis qui sont d'une part les 16 centrales qui sont en exploitation, qui produisent l'électricité depuis plusieurs années, des actions sur le pilier très important de celui de la sensibilisation aux questions de transition énergétique, et puis globalement un collectif qui s'est développé puisque aujourd'hui il y a 425 actionnaires dans la coopérative et une bonne vingtaine de personnes, c'est à géométrie variable bien sûr, mais qui sont les acteurs du quotidien pour faire avancer le projet avec le salarié qui nous a rejoint il y a un peu plus d'un an, Quentin. Une situation économique dans laquelle, pour le moment, les voyants sont au vert. Les 4 derniers exercices ont été bénéficiaires de façon tout à fait sensible. C'est venu renforcer le haut de bilan, et donc on a un bilan qui est solide et confortable, avec en plus un taux d'endettement qui est modeste relativement aux investissements, et qui donc laisse encore des marges de développement. Tout ça dans une période où on s'engage maintenant dans une nouvelle étape importante avec ce projet dont vous avez entendu parler, des 12 nouvelles centrales du projet énergiculteur de la ville de Paris. On espère très vivement mettre les 4 premières en service d'ici la fin du mois et les autres échelonnés jusqu'à la fin de l'année, le début de l'année prochaine. Il y a d'autres projets qui sont en préparation. Et puis, un élément important qui sera présenté à l'AG, c'est le nouveau projet stratégique pour les 5 ans à venir. Donc, la logique de développement de la coopérative est tout à fait vivante. Alors, quand on parle de la valeur à partager, de quoi est-ce qu'on parle? D'abord, peut-être de la valeur économique, hein, parce qu'il y a d'autres valeurs que seulement financières. Donc là, on va se limiter à cette valeur économique et globalement, ce dont il s'agit, c'est les résultats qui ont été accumulés euh, depuis qu'il y a une activité de production et de vente d'électricité. C'est donc la somme des résultats nets euh, produits moins charges qui ont été générés sur ces dernières années, en particulier sur les 4 derniers exercices. C'est là où il y a eu des bénéfices nets sensibles. Pour donner un ordre de grandeur des montants dont on parle, on a repris ici les chiffres du bilan au 31 décembre de l'année qui vient de s'écouler. Entre les différentes réserves obligatoires statutaires, le report à nouveau et le résultat de l'exercice 2025, vous voyez qu'on est à 116 000 euros
de enfin, réserve pour utiliser un terme générique, mais vous avez compris que c'était plus large que ça. Mais globalement, c'est l'ordre de grandeur de cette valeur que potentiellement il s'agit de partager. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait avec cette valeur? Très classiquement, on va voir sur la diapo suivante, on a un cadre qui a été posé par les statuts, donc au moment de la création de la coopérative, dans lequel on avait déjà réfléchi à cette destination de la valeur créée. Alors, il y avait d'une part, dans le préambule des statuts de la SAS à gouvernance coopérative, euh, toutes les valeurs sur lesquelles elle s'appuyait, et en particulier l'affirmation d'une dimension humaniste et d'une portée de solidarité et de démocratie dans les choix des orientations qui portent la coopérative. Sur les aspects financiers, on avait déjà inscrit, vous le voyez, les destinations privilégiées des ressources dégagées, avec, dans un ordre décroissant, la solidification, la pérennisation de l'entreprise, le développement de nouveaux projets, toutes les actions de sensibilisation, et en quatrième, la rémunération, si possible, des actionnaires. Donc, ces quatre éléments étaient prévus avec déjà une hiérarchie, si on peut dire un peu, entre ces quatre éléments. Plus précisément, ensuite, l'article 33 des statuts, là, qui parle de l'affectation du résultat annuel après la réserve légale, il reprend finalement le même principe en le détaillant de façon un peu plus proche des logiques comptables. Donc là aussi, la mise en réserve pour la consolidation de l'entreprise, le report à nouveau, qui est une forme de réserve également, le soutien aux actions de sensibilisation, le développement et le financement de nouvelles unités, et enfin la distribution de dividendes. Voilà ce que nous disent les statuts, et donc pour le résumer de façon aussi lapidaire que possible, les grandes options du partage de cette valeur cumulée, c'est donc bien d'une part renforcer les réserves, d'autre part financer le développement, ensuite agir pour la solidarité. On a élargi un peu le terme, c'est-à-dire que agir pour la solidarité et la sensibilisation, c'est bien cette dimension globale. Et puis le quatrième volet, rémunérer les actionnaires. Alors si on regarde un petit peu plus en détail ce que signifient ces quatre options, pourquoi renforcer les réserves? Ben, très simplement, assurer une sécurisation de la coopérative et de ses opérations, avec des noisettes de côté, on se prépare pour l'avenir, et le cas échéant, on se donne la possibilité d'encaisser des coups durs. On n'est pas à l'abri d'un sinistre qui se déroulerait de façon défavorable, d'une défaillance d'un installateur. Enfin, les coups durs, n'importe quelle entreprise peut en connaître. Donc, c'est important d'avoir des réserves pour pouvoir y faire face, sans remettre en cause la survie de l'entreprise. Et puis, accessoirement, pour rassurer les banquiers, c'est sûr que quand on a un haut de bilan qui est en bonne santé, la discussion avec les banquiers est toujours beaucoup plus simple. On l'a vu notamment à l'occasion de la discussion du nouvel emprunt fait auprès de la nef dans le cadre du nouveau projet de 12 centrales. On n'a pas eu de questions sur notre bilan et sur notre haut de bilan.
c'était quelque chose qui était très rassurant pour le banquier. Financer le développement, il y a deux natures de développement, soit en investissement, soit dans des actions de développement. Financer les investissements, eh ben, c'est ce qu'on a déjà fait sur le projet énergiculteur. Le plan de financement, il prévoit bien sûr la mobilisation de l'épargne citoyenne au travers des nouvelles levées de fonds. Il prévoit de l'emprunt bancaire, mais il prévoit aussi la mobilisation des fonds propres. Et c'est donc bien là qu'on vient utiliser les réserves qui ont été accumulées. C'est le cas donc sur le projet énergiculteur, c'est le cas sur un autre projet euh, qui est d'une centrale qui est unique sur le site de Masséna pour un bailleur social. Là aussi, c'est tout à fait confortable d'avoir ces réserves qui permettent de compléter le tour de table pour faire de nouveaux investissements. Et puis, le développement, c'est aussi, c'est pas seulement de l'investissement, c'est aussi des actions de développement. Par exemple, encore une fois, les actions de sensibilisation dans le projet stratégique qui sera proposé à l'Assemblée générale dans une dizaine de jours. Il y a notamment le renforcement de ce volet des actions de sensibilisation et la proposition que ce renforcement passe par la création d'un emploi salarié. Donc là aussi, les réserves existantes et la richesse qui sera créée ultérieurement pourra contribuer à financer ces actions, sachant que il n'y a pas que la modalité de l'emploi salarié, mais il y a bien sûr aussi la possibilité de mener des actions au travers de prestations qu'on pourrait acheter pour aller dans le sens des orientations décidées par l'Assemblée générale. Voilà, sur ces deux premiers volets du renforcement des réserves et du financement de développement. Sur les deux autres volets, agir pour la solidarité, encore une fois, dans une acception un peu large des choses, c'est de partager, dès lors vous avez vu qu'on a inscrit dans les statuts que la solidarité était une des valeurs à laquelle la coopérative se référait. C'est ce qu'on a commencé à faire depuis 2024 avec un versement qui est devenu maintenant systématique chaque année de 1% du chiffre d'affaires au fonds de dotation énergie solidaire, dont la vocation est de lutter contre la précarité énergétique. Ça a été le cas également d'un versement qui a été fait en 2025 à l'association ESPUL, que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, qui est une association très ancienne dans le secteur et très proche également du monde de l'énergie citoyenne, qui est un soutien extraordinaire à tous les projets photovoltaïques sur le plan technique en particulier. Et donc, sur cette dimension, l'idée est que le conseil de gestion, chaque année, définisse une enveloppe pour les dons qui seraient à effectuer, sachant qu'il y en a un donc, qui est pour le moment récurrent, celui à énergie solidaire, mais que la porte est ouverte à d'autres, dès lors que, bien évidemment, il s'agit de structures qui sont dans une proximité de valeur de l'énergie citoyenne. Et puis, dernier élément, les actionnaires, parce que c'est quand même bien évidemment aussi grâce à eux que la coopérative peut exister et fonctionner. Et comme on l'a toujours dit, hein, l'idée est de pouvoir porter ces investissements dans la durée. On est sur de l'investissement de long terme. Et donc, il s'agit que les actionnaires qui ont mis une part de leur épargne ne la voient pas se fondre
avec l'inflation au fil des années et que globalement, il y ait à minima un maintien du pouvoir d'achat de leur investissement. Ça peut prendre deux formes. Celle de la mise en place d'une prime d'émission. On l'a fait une première fois en 2024 et on va en reparler tout à l'heure. Et celle du versement de dividendes. Voilà, donc sur les quatre grandes options, et peut-être déjà à ce stade des questions. Voilà, ça permet de vous donner l'occasion de contribuer, disons, à la discussion dans ce webinaire, puisque c'est un partage d'informations, mais c'est aussi donc l'échange qui est possible aujourd'hui. Donc, une question de Serge. Il y a deux sortes de réserves, les réserves impartageables et celles qui permettraient Non, le développement. c'est une réponse à Augustin, pardon. Ah. Alors, la question Oui. d'Augustin. Le financement du développement pioche-t-il dans le même panier que les réserves ou les réserves sont-elles sanctuarisées, justement en prévision de coups durs? Alors, le, la situation des réserves, euh, il y a, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, il y a une réserve légale qui est obligatoire pour toutes les entreprises sous statut SAS comme nous le sommes, qui est une réserve légale de 5%, et celle-ci, on n'a absolument pas le droit d'y toucher et on doit continuer à l'abonder jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau de mémoire, plus tout à fait sûr, mais je crois 25% du capital social. Donc ça, c'est là, on ne peut 10. pas y toucher. 10, tu dis? Je crois que c'est 10, ouais. Oui. Bon, merci. Euh, il y a ensuite une réserve qui est appelée fonds de développement. Et celle-ci, elle est mise en place notamment parce qu'on a le statut d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui est reconnu auprès du greffe du tribunal de commerce, et qui nous dit, ce statut d'entreprise d'économie sociale et solidaire dit qu'on doit avoir un fonds de réserve de 20%, et que, en plus de ça, au total, il y a au moins 50% du résultat qui doit être affecté soit dans les réserves, soit dans le report à nouveau. Voilà le cadre réglementaire, si on peut dire. Euh, et donc, le financement du développement, euh, il va piocher dans ces réserves que sont le fonds de développement et le report à nouveau. Il n'y a pas, comment dire, ce sont des choix de la coopérative et de son assemblée générale de dire on utilise ou on mobilise euh, le, les réserves qui ont été constituées pour assurer le financement du développement, et c'est le conseil de gestion qui le met en œuvre. Ok. Pascal a une autre question. Oui, c'est une question sur effectivement, la notion de coup dur un peu. Et la question, c'est est-ce qu'on doit se préoccuper ou pas du tout des conditions de subvention qui sont quand même fortement à la baisse, soit pour nos marchés en cours, c'est-à-dire concrètement, est-ce qu'il y a un risque quelconque que certains de ces marchés soient en obligation d'achat soient renégociés à la baisse? Ou bien, s'il n'y en a pas, peut-être que question pour les nouveaux marchés ou pour la renégociation des marchés en cours quand ils seront à leur terme. C'est-à-dire, bref, finalement, derrière ça, est-ce qu'on doit garder des réserves ou se préoccuper de ça? Alors, je peux répondre en tout cas à une partie de la question. Le- la vente d'électricité en obligation d'achat, elle est garantie par l'État, donc il n'y a pas de remise en cause des tarifs quand les contrats ont été signés. Donc, il n'y a pas de risque relatif à cela. Tu as mentionné, Pascal, le fait qu'on avait moins de subventions.
potentiellement dans l'avenir. Ça, c'est une réalité. Ça changera en particulier le montant qu'il faut apporter en trésorerie pour financer nos projets. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le développement de projets pouvait s'appuyer sur nos réserves. Et donc, dans le futur, c'est clair on devra mobiliser sans doute un peu plus de réserves pour financer nos projets. Ok. Pour donner un exemple aujourd'hui, sur le projet énergiculteur, il faut apporter environ 200 000 euros de fonds propres. Et ces 200 000 euros, ils sont en partie donc, comment dire, alimentés par la levée de fonds. Aujourd'hui, on a totalisé, disons, 100 000 euros pour faire un chiffre rond. Et le reste, il est soit apporté par la deuxième levée de fonds 2026, soit puisé dans nos réserves. Voilà, donc on va puiser dans nos réserves, on va dire, puisqu'on a fixé un premier objectif de 30 000 sur la levée de fonds, entre 70 000 et quelque chose d'inférieur si on dépasse les 30 000, le premier objectif qu'on s'est donné. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais bien une question de philosophie générale presque, c'est-à-dire que quand on vient à Enercitif, on vient bien dans une coopérative avec des notions de solidarité et d'inquiétude pour le climat, etc. Néanmoins, si on veut attirer plus d'actionnaires et avec des plus gros montants, il y a peut-être des équilibres un peu différents à trouver sur le partage de la valeur. Alors, c'est une bonne remarque. Euh, on voit effectivement que la levée de fonds telle qu'elle est avec des actionnaires, des associés qui sont aujourd'hui à 400, euh, on voit qu'elle peine un petit peu, sans doute parce que c'est pas très attractif, c'est possible. Et donc, si on doit financer des projets dans l'avenir, il est possible qu'on ait recours à un autre mode de financement qui serait le compte courant d'associés. Où là, effectivement, on pourrait obtenir plus facilement des contributions des associés avec une rémunération qui, elle, serait automatique. C'est le principe des comptes courants associés. Oui, il ne faut pas remettre en cause l'aspect solidarité, y compris les versements de 1% à Action solidaire et tout ça, mais en même temps, ce serait bien pour les projets à développer, l'économie, d'attirer un peu plus, effectivement, des gens à verser ou à verser plus. Moi, par exemple, je suis un petit contributeur. C'est presque c'est symbolique ce que j'ai mis. Si les conditions étaient différentes, je pourrais être amené à mettre plus. Oui, oui. Ah, bon, de toute manière, ça restera petit à mon échelle. Je vais pas mettre des millions, hein, mais euh, on a envie que ça se développe, quoi. Moi, j'aurais envie que ça se développe plus que un petit peu par des bouts de chandelle, quoi. Oui, oui, on est bien d'accord. Je pense avoir répondu à votre Oui, oui, question. oui, j'ai Donc, entendu, j'ai entendu le compte courant, voilà. mais c'est, est-ce que c'est prévu de le voter, par exemple, à la prochaine AG? Non, je n'ai pas vu ça dans les. Alors, On va y venir. non, ce serait plutôt à l'occasion un nouveau projet où on aurait besoin de faire un tour de table sur le financement de plusieurs centaines de milliers d'euros, si vous voulez. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Voilà. Néanmoins, il est prévu à la prochaine Assemblée générale, et ça fait partie de la suite de ce qu'on doit voir maintenant, de faire un nouveau geste significatif en direction des actionnaires, justement pour montrer qu'il y a une forme de gratification, y compris financière,
dans le projet. Ok, ça nous fait la Et, transition pour enchaîner avec la présentation de Marine, si tu veux bien. euh, Oui, c'est bon. Alors, juste, je voulais répondre sur l'histoire de l'affectation à la réserve légale. Effectivement, on est obligé d'affecter une partie des 5% des résultats jusqu'à ce qu'on atteigne 10% du capital social, et non pas 25. Alors, où en est-on aujourd'hui? Eh bien, l'Assemblée générale, dans 10 jours, va justement euh, voter sur ce partage de valeur, sachant qu'on va à nouveau mobiliser les 4 grandes options dont on a parlé, qui sont, je vous le rappelle, renforcer les réserves, financer le développement, agir pour la solidarité et rémunérer les actionnaires. Donc, à l'AG, alors vous avez la primeur de l'information, donc on va proposer d'affecter les bénéfices de l'année 2025 qui s'élèvent à 28 000 euros environ aux réserves et au report à nouveau, comme nous l'avons fait dans les années précédentes. Et on a décidé cette année de réémettre une prime d'émission, reproposer une prime d'émission, comme on avait fait en 2024, pour reconnaître et partager la valorisation de la coopérative avec les actionnaires. Donc, de combien s'agit-il? Eh bien, on voudrait proposer une prime d'émission de 30 centimes par action, ce qui va porter la valeur totale de l'action à 10,80, qui se décompose de la façon suivante. Donc, c'est les 10 euros de valeur nominale, qui est la valeur de l'action. Lorsqu'on a créé la coopérative, chaque action valait 10 euros, ça ne change pas. Et on y ajoute les primes d'émission successives. Donc, on en a eu une en 2024 qui était de 50 centimes. Et là, on va y ajouter 30 centimes. Donc, l'action vaudra à partir dès le lendemain de l'AG, si l'AG décide de voter cette façon de partager la valeur avec les actionnaires, elle vaudra 10,80 € à l'achat comme à la revente. Donc, les actionnaires pourront aussi bénéficier de ces 80 centimes de revalorisation par action lorsqu'ils vont les revendre. Voilà. Pourquoi on choisit la prime d'émission et non pas les dividendes pour rémunérer les actionnaires? Eh bien, d'abord, juste pour dire, la prime d'émission, ça fait pareil, ça rémunère effectivement les actionnaires. Ça montre que l'entreprise est en bonne santé et solide, et ça encourage l'investissement à long terme. Mais contrairement aux dividendes, la grosse différence, c'est qu'avec la prime d'émission, la richesse de l'entreprise, donc la valeur créée par l'entreprise, eh bien, elle va rester à l'intérieur de l'entreprise, alors que pour les dividendes, eh bien, elle est versée et elle s'en va, en fait. Donc, et cette valeur, je vais vous en parler, elle s'évalue là, avec les 30 centimes, à environ 9 000 euros. Donc, si on fait le choix de versement de dividendes, il y a 9 000 euros qui partent de notre trésorerie. Or, cette valeur, si on choisit la prime d'émission, cette valeur reste dans l'entreprise et elle n'est distribuée aux actionnaires qu'au moment où eux décident de revendre leurs actions. Donc, elle reste là, elle ne changera pas, elle est acquise, mais elle n'est versée aux actionnaires qu'au moment de la revente de ces actions. L'autre grosse aussi avantage de la prime d'émission sur les dividendes, c'est que
on est 425 actionnaires. C'est très lourd d'un point de vue administratif à gérer. Aussi, on préfère la prime d'émission. Alors, la prime d'émission, je vous disais, pourquoi on a choisi 30 centimes et non pas 50 centimes comme en 2024? Bien d'abord parce que quand on prend le nombre d'actions aujourd'hui, qui sont à 28 700, on a 28 720 actions, quand on le multiplie par 30 centimes, eh bien, on arrive à une valeur équivalente de celle de la dernière fois, quand on avait 50 centimes avec moins d'actions. Donc, en fait, c'est plus ou moins la même valeur pour nous. C'est un montant néanmoins significatif, mais qui reste volontairement inférieur au précédent. Tout simplement parce que la précédente prime d'émission, on l'avait faite donc en 2024, la coopération ayant été créée en 2019, c'était donc bien 5 ans après la création. Et là, en refaire une du même montant 2 ans après, ça nous semblait peut-être un peu aussi peut-être un peu démesuré, enfin trop important. D'autre part, la levée de fonds, donc les nouveaux actionnaires, une grande partie des nouveaux actionnaires sont arrivés en décembre de cette année. Donc en fait, bon, c'est vraiment, ils sont là pas très longtemps, donc ça justifie aussi ce montant de 30%, 30 centimes par action plutôt de 50. Voilà, et puis donc comme je vous l'ai dit déjà, donc cette prime d'émission, elle sera mise en œuvre dès le lendemain de l'AG, donc le 14 juin 2026. La valeur de l'action d'Enercitif vaudra 10,80 €. Et ça ne nous empêche pas, évidemment, de renouveler cette action, d'émettre des nouvelles, de proposer des nouvelles primes d'émission. On pourra le faire tous les ans ou quand il semblera opportun de le faire en fonction des nouveaux développements d'Enercitif. Voilà la fin. Je ne sais pas, vous avez peut-être des questions sur ces nouvelles informations. Une petite question sur comment ça fonctionne dans le bilan de la coopérative. Est-ce que la valeur du capital, enfin des actions, est inscrite dans le bilan? Est-ce qu'elle augmente et du coup, est-ce qu'elle prend sur le report à nouveau et le report à nouveau, ou est-ce qu'elle est complètement hors bilan? Non, en fait, elle est hors bilan, cette valeur. Elle apparaît au moment de l'achat de nouvelles actions. Okay. Donc, voilà, on sépare toujours le capital social qui est à 10 € du montant des primes d'émission, donc des revalorisations de l'action. Et ça va dans un autre poste au niveau du bilan. Donc, c'est vraiment juste au moment des nouvelles souscriptions d'actions qu'on met ça dans le bilan. Ok, merci. Oui, j'avais du coup 2 questions. Sur la prime d'émission, est-ce que à l'inverse, elle peut être rediminuée? Est-ce que plus tard, si jamais on a pour le coup un gros coup dur, un truc comme ça, et on dit en fait ça se passe mal et pour équilibrer, etc., on revient. Enfin, est-ce que du coup, de toute manière, ça fait un peu comme une action virtuelle qui peut monter et descendre, ou est-ce que ça ne peut que monter? Question. Et deuxième question sur est-ce que bon, je pense que la démarche là convient, mais est-ce que vous avez envisagé éventuellement de faire un truc où on offrirait finalement aux associés le choix de à quelle valeur est-ce qu'ils veulent fixer la prime d'émission avec une sorte de vote par moyenne un peu, et en proposant peut-être une valeur conseillée, et puis voir un peu comment les associés votent là-dessus.
Alors, Bah, je peux, première ouais. réponse, je n'ai pas connaissance de primes d'émission négatives. Non, moi non plus. Donc, je Donc, a pense, priori, on peut pas pense diminuer pas que ce ça existe. rendement. Après, sur la question de quelle proposition adopter pour une future rémunération, euh, c'est en principe le conseil de gestion qui délibère autour de ça. Il n'est pas interdit, bien sûr, de prendre l'avis des associés, mais plutôt en assemblée générale ou éventuellement au fil de l'eau par des questionnaires. Mais euh, de là à ce que ça soit un groupe d'associés qui propose la rémunération, je ne crois pas que ça se fasse tout à fait dans ce sens-là. Moi, aussi, je pense que c'est mieux que ça reste une décision du conseil de gestion. Euh, Pierre, j'ai levé la main aussi. Oui, je ne suis pas sûr que c'était ça la question d'Augustin. Le montant de la prime d'émission, il est le même pour tous les associés. Il ne peut pas être différent d'un associé à l'autre. Et il m'a semblé que c'était ça la question d'Augustin. Moi, c'était la question de dire, ou éventuellement, ça pourrait prendre la forme de dire, bah, on vous propose deux scénarios de prime d'émission, un scénario où on dit on va chercher à revaloriser au maximum les actionnaires, mais on sait que ben, peut-être qu'il y aura certains projets où on sera un peu plus en difficulté parce qu'on aura un peu moins de réserves si on doit faire de l'autofinancement, ou plutôt une proposition où on cherche à pérenniser au maximum Énercitif, quitte à être à l'inflation ou un peu en dessous, mais en disant voilà, en disant c'est plus encore de l'engagement citoyen et ça nous permet d'avoir des fonds pour faire plus d'actions, etc. Et qui sera une manière de d'aller un peu demander aux associés finalement votre argent, qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous voulez qu'il vous rapporte des sous ou est-ce qu'ils voulaient qu'ils soient utilisés par Énercitif pour aller encore plus loin dans ce qu'ils font? Oui. Alors, en tout cas, Ouais. la question que tu poses, elle est complètement légitime. C'est-à-dire que, comme on l'a exposé dès le début, c'était même l'objet principal du webinaire, les résultats qu'on acquiert au fil des ans, ils sont de nature à être utilisés dans différentes possibilités qu'a bien énuméré Patrick. Et du coup, implicitement dans ce séminaire, on demande est-ce que vous avez envie de participer à ce débat? Est-ce qu'on met plutôt en réserve pour les coups durs? Est-ce qu'on a envie de financer de nouveaux projets? Est-ce que vous attendez davantage de rémunération? Et en vous donnant une situation aujourd'hui qui finalement privilégie quand même le développement, puisqu'on a une rémunération assez modeste hein, des associés, il faut bien le dire. Euh, S'il y a des réactions autour de la table qui disent vous financez trop le développement ou vous ne rémunérez pas assez les associés, on en tiendra compte. Et je pense que le débat, il aura lieu à nouveau pendant l'Assemblée générale où on sera sans doute un peu plus nombreux. Mais il est bien clair que la problématique que tu soulèves, elle est totalement, c'est exactement le sujet du webinaire. Mais c'est Oui, pas. et puis je pense que, Et c'est pardon, une histoire de sécurité aussi, hein. Euh, on, on sécurise, on garde la richesse à l'intérieur de la société. Donc, c'est Oui, pas juste. Marine a bien oui, dit que cet argent, il reste dans la société. Quand on augmente, on fait la prime d'émission, ça obère pas les ressources de la société, de la coopérative. Tout à fait. oui, tout à fait. Mais je On crois que pourrait pas. peut-être pour répondre à Augustin, euh, on pourrait tout à fait envisager, on ne l'a pas fait cette fois-ci, mais je pense qu'il faut garder ta réflexion. On pourrait proposer à l'Assemblée générale un questionnement un peu différent de celui qui va être proposé cette fois-ci, où on dit est-ce que vous approuvez une prime d'émission à tel niveau? Oui, non. Pourquoi pas proposer est-ce que vous êtes d'accord pour une prime d'émission à euh, 30, 50, 80, et n'importe quoi, mais donc proposer le choix dans le vote même de la résolution. C'est quelque chose auquel on pourra réfléchir et je pense que pour une prochaine occasion, ce sera intéressant de garder cette perspective en tête. Et comme l'a dit quelqu'un, effectivement,
dans le chat, Énergie Partagée a proposé également, et Enercop le fait aussi plus ou moins, dans les résolutions elles-mêmes, de demander l'avis des actionnaires sur cette valorisation. Donc, ça vient, je trouve, tout à fait enrichir la réflexion. Alors là, cette fois-ci, le coup est parti, mais pour les fois suivantes, je pense que c'est intéressant de conserver cette proposition. Et juste pour noter, les, on peut- donc ça représente 30, ça représente 3% d'augmentation par rapport au prix de la valeur nominale, ce qui est supérieur à l'inflation des 2 dernières années. Ah non, pas sur 2 ans. C'est parce qu'en fait, l'inflation moyenne en France en 2024, c'est 2%, et celle de 2025, c'est 0,9 sur l'INSEE. Mais là, on est en 2027. Ouais. Je ne sais pas comment on compte. Mais bon, bon. Ok. Il y a François qui a levé la main et dont le micro est coupé. Alors, Non, micro toujours coupé. ça y est. Bonjour. Puisque en fait, un des objectifs, c'est d'attirer un investisseur, euh, il faudrait qu'on ait, de mon point de vue, un discours que l'on tienne autant que possible, enfin, que l'on puisse annoncer comme étant pérenne, sauf coup dur particulier. Et on y venait là avec la dernière remarque, c'est de placer le rendement escompté par énercitif vis-à-vis de placement et pour prendre une base qui parle à tout le monde, le livret A par exemple, de dire je vous propose d'investir dans Énercitif avec tout le sens que ça représente, et je vous annonce d'autre part que je compte me situer à plus ou moins du livret A. Il me semble que pour revenir à la démarche d'un investisseur, même s'il a un, une volonté sociale, écologique, tout ce qu'on veut, une telle référence faciliterait son choix. Alors, je vais peut-être répondre sur cette question-là, et je vois que Serge fait des dénégations, c'est-à-dire que effectivement, juridiquement, on ne peut pas afficher et promettre sur des actions un taux déterminé. Parce que la seule entité qui a le droit de décider, c'est l'Assemblée générale, et donc ce serait empiéter sur les pouvoirs de l'Assemblée générale. Donc ça, on n'a pas le droit de le faire. En revanche, on peut donner des éléments à titre indicatif et dire on recherchera à. Et c'est, je crois que c'est ce qui est déjà fait à certains endroits hein, sur le site. Il y a un endroit, cette idée de dire euh, on est sur un investissement de long terme et donc l'idée de viser une revalorisation qui soit possiblement de l'ordre des livrets d'épargne, c'est quelque chose qui est affiché. Mais peut-être faut-il le mettre plus clairement en valeur avec les précautions d'usage, hein, le fait que ça ne peut pas être, juridiquement, on n'a pas le droit, ça ne peut pas être un engagement. Ok. Une réaction de Thibaut. Thibaut, tu veux peut-être
nous donner ton avis en direct? Non, non, c'était juste pour rebondir sur la remarque, enfin sur l'exemple, le placement énercitif étant plutôt un placement de long terme en termes de communication. Si on doit le comparer à un produit d'épargne, c'est plus un produit d'épargne de long terme comme l'assurance vie que le livret A, quoi. Faut pas qu'on vende ça comme un placement équivalent à un livret A, ça n'a rien à voir. Ok. Une remarque de Augustin, donc ce serait le cas sur un compte d'associé. Euh, Ce serait le cas de quoi exactement? Parce que le droit d'annoncer un taux, c'est ça? Ouais. Oui, Alors tout à fait. Lorsqu'on conclut un compte courant d'associé pour financer un projet, on définit le taux annuel qui est figé, donc par le contrat de prêt, en gros, finalement, ça revient à ça, pour la durée du prêt. Pascal? Oui, moi, c'était dans le sens des deux interventions précédentes, enfin, N-1, N-2, N-2, N-3. Je trouve que ce serait pas mal, effectivement, d'annoncer une politique globale de rémunération des actionnaires, tout en étant prudent, bien sûr, sur les termes. Nous nous efforçons nous recherchons plutôt à, enfin, voilà, c'est les termes à choisir. Il y a deux références. Il y a une référence qui a été citée, c'est celle du livret A. Il y en a une autre, c'est les assurances vie, mais là qui sont vraiment des placements pour, voilà, des vrais placements purs. Une autre référence qui avait été citée par Patrick, c'est l'inflation, tout simplement, et par Marine. C'est une référence intéressante aussi. Là, peut-être une phrase, je ne sais pas si elle est écrite ou orale, mais à dire, nous nous efforçons enfin, comment dire, de ne situer pas trop loin du livret A et de l'inflation, ou de l'inflation, hein. Ou de tenir compte de rémunération du livret A et de l'inflation pour que l'investissement soit honnête. La rémunération de l'investissement soit honnête. Hmm. Voilà. Oui, oui, tout Enfin, à moi, je fait. trouve que ce serait plutôt un plus d'avoir une annonce de politique là-dessus, quoi. Hmm. Une annonce qui est d'ailleurs faite de façon un peu récurrente, hein, quand on communique. On dit souvent ça n'est pas un placement euh, qui recherche la lucrativité. Donc on comprend bien là-dessous que, à part l'inflation, on n'a pas beaucoup d'ambition. Euh, donc finalement, ça revient à affirmer régulièrement que être associé, c'est donner un capital et donc une capacité de financement ou d'emprunt. Euh, mais ça n'est pas un placement, comment dire, très rémunérateur, comme pourrait l'être justement, on a dit, le compte courant d'associé. Mais ça ne se compare pas à la même chose. Le compte courant d'associé, finalement, il se compare plutôt à un prêt bancaire. Et de ce fait, si on faisait appel à ce compte courant d'associé, ça reviendrait à dire, bah voilà, au lieu de donner de l'argent à la banque pour emprunter, on le donne à nos associés qui ont la gentillesse de contribuer directement au financement, mais dans un autre contexte que l'épargne sociale. J'en profite parce que j'ai le micro. Je vois que Serge dit effectivement le compte courant d'associé est un placement à risque. Du coup, par rapport à un emprunt, parce qu'un emprunt, c'est justement pas à risque, le compte courant associé, il est à risque de quoi, en fait? Non, 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 non. C'est- le- le- j'ai écrit un autre truc, mais c'est venu derrière le compte courant associé. Le compte courant D'accord. associé, c'est Ouais. bien un prêt. Par contre, prendre des actions chez Enercitif, c'est un placement à C'est risque. un placement à risque. Oui, oui. Ouais. Mais c'est deux choses différentes. Mm. Mais le conseil de gestion est là pour limiter le risque, hein, bien sûr, et garantir l'investissement des citoyens. Oui, son infinie sagesse suffit largement à nous rassurer. Mm. Il y a François qui a une main levée. Est-ce que c'était
pour une question déjà posée ou une nouvelle question? François, est-ce que tu as une nouvelle question ou est-ce que tu l'avais posée tout à l'heure? Ok. Moi, je sais pas si on approche de la fin. Oui. Hein. J'ai une question plus générale, mais qui touche quand même indirectement ce partage de la valeur. C'est 426 actionnaires, c'est pas beaucoup. Moi, j'ai un peu connu ça dans un lointain passé. Est-ce que quels sont- est-ce qu'on est protégé de risques d'entrisme, par exemple, si un groupe de 500 personnes arrive en payant 10 euros ou 10,80 € et dire maintenant c'est nous qui allons faire la loi? Alors, bonne remarque. On a mis dans nos statuts quelque chose qui nous protège de ça, puisqu'il y a un collège particulier pour l'association avec un droit de vote de 35% qui correspond à une minorité de blocage. Donc, il faudrait que des gens malveillants s'emparent aussi de la gouvernance de l'association Et ce pour collège, c'est aussi par élection, ce collège? Alors, Il y a les le fondateurs, il y a des collège, il est fondateurs. réservé à l'association et l'association désigne un membre qui la représente dans ce collège et qui a un pouvoir de vote de 35%. Voilà. D'accord. Ah, c'est l'association qui a 35%, d'accord. Voilà. Mais c'est pareil, l'association, il n'y a pas beaucoup de membres à l'association. Oui, mais enfin, je pense que pour prendre le pouvoir de l'association, il faut manœuvrer différemment, quoi. Ouais. Non, bon, on n'en est pas là, mais éventuellement, avec l'accroissement de la valeur d'Enercitif, dans 5 ans ou dans 10 ans, des choses comme ça peuvent se produire des fois. Oui, oui, en tout cas, le risque, il est bien noté et on espère que la mesure que je citais suffit à se protéger, mais bon. Hmm. Oui, oui, c'est effectivement quelque chose auquel on avait réfléchi hein, au moment de Je me doute. l'écriture des statuts, avec en même temps quand même enfin, limite, il y a le côté un petit peu cas d'école, c'est-à-dire que on Oui. a le principe de la gouvernance coopérative, une personne, une voix. Ça veut dire qu'il faudrait effectivement aujourd'hui mobiliser 500 personnes euh, physique ou morale, pour faire un hold-up sur la coopérative. Bon, ça relève un peu du cas d'école. Ouais, le jeu en vaut pas la chandelle aujourd'hui, mais Voilà. peut-être qu'un jour, si ça vaut 1 million ou je sais pas quoi, ou un peu plus, ça peut attirer des. Mhm. Il y a la question de l'argent et puis plus généralement, il y a la question de l'énercitif lui-même. Oui, oui. Après, il y a un autre rempart qui a été mis en place dans les statuts, c'est que les nouveaux actionnaires sont soumis à l'agrément du conseil de gestion. Donc, Ah, il faudrait que ce soit quand même d'accord. particulièrement sournois. C'est-à-dire Ah oui, que oui. si on distingue qu'il y a une tentative de prise de pouvoir, le conseil de gestion refuse les nouveaux actionnaires et c'est discrétionnaire. Donc ça, c'est J'avais pas idée de ça, que le conseil de gestion peut refuser les actionnaires. ouais. Ça, c'est Et bien. Ouais. voilà, et c'est un pouvoir discrétionnaire, donc c'est lui qui décide comme il Ah. veut sans avoir à justifier. Donc ça fait une précaution supplémentaire par rapport à ce risque de prise de pouvoir intempestive. Ok, eh bien, on arrive au terme de l'heure qu'on s'était fixée pour ce webinaire. Si jamais il y avait une question, il faut frustrer personne, on peut encore la prendre. Euh, mais si un rapide tour de table permet de dire si vous avez euh, assez d'informations et plus de questions, eh bien, Merci. Merci, c'était très clair. Ça répondait bien à toutes les questions. voilà. Eh bien, écoutez, on vous remercie aussi d'avoir été attentif à cette question assez importante pour nous. Et on vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne Au Merci à journée. revoir. vous. Au Merci, bonne revoir. journée. Au revoir. Au Merci. revoir.